Cite-moi combien tu connais de pilotes japonais qui ont gagné un championnat en Formule 1. Bon, la réponse est simple, c'est 0. Pilote japonais, ça rime jamais avec succès en Formule 1. Par contre, japonais, ça rime avec résilience. Cette capacité à mettre leur ego de côté pour toujours faire mieux. Et vous savez qui dépeint cette exacte manière de penser? Kamui Kobayashi. Il n'a peut-être jamais remporté de GP en Formule 1, en revanche, il s'est forgé une réputation exceptionnelle dans ce milieu de requins. Un taré qui, malgré ses faibles victoires, offrait toujours un spectacle flamboyant dans les années 2010. Il en avait du caractère ce petit gars. Mauvais en F1, ok. Bon en quoi? Rien. Excellent en quoi? En endurance. Parce que oui, le mec qui se faisait rouler dessus en monoplace détient encore à ce jour le record du tour le plus rapide au Mans. Et ouais, lui, c'est Kobayashi. On est dans la petite ville d'Amagasaki, dans la préfecture d'Hyogo au Japon en 86, et un petit japonais sort du ventre de sa mère. Ses parents lui donnent le nom de Kamui, signifiant grand rêve en kanji, et ça se révélera être une réalité dans sa carrière. Dès son plus jeune âge, devenir pilote est une petite graine qui germe petit à petit dans sa petite tête de gosse, et qui commence à prendre beaucoup de place. Au milieu des années 90, le karting commence à vraiment se démocratiser au Japon. Chaque préfecture possède au moins un circuit de karting, et le chiffre d'affaires de chaque piste grimpe en flèche. Et devinez à qui ça va faire plaisir? C'est exactement ça, au petit gosse de 7 ans qui s'appelle Kamui. C'est à partir de là qu'il commence à harceler son père pour qu'il lui achète un kart. Un jour, son père lui demande s'il préfère aller faire un foot ou aller au karting, et vous savez déjà ce qu'il va répondre. C'est alors à l'âge de 9 ans qu'il tombe amoureux du karting après une session de dingue. Et quelques semaines plus tard, son père lui offre son premier kart et il peut alors participer à sa première course. Bon, là, je vais vous énumérer toutes ses victoires et vous allez voir qu'il en avait du talent ce rookie en monoplace. Lors de sa première année, en 96, il termine 3e du SL Takarazuka Tournament et va poursuivre en 97 en gagnant le All Japan Tournament. Ayant son père comme mécano et courant à l'aide de Yamaha, il enchaîne les victoires en karting, lui profilant une carrière prometteuse en monoplace. En 98, il écrase tout le monde et gagne le tournoi cadet de la West Cup. Même issue en 99 où il gagne encore une fois le All Japan, mais cette fois-ci en classe D. Il continue en 2000 et gagne le All Japan Kart ainsi que le championnat de Suzuka. Il ne s'arrête pas en 2001 et termine deuxième à l'ICA du Kart Asie Pacifique et à l'ICA du All Japan. Après toutes ces victoires, Kamui sent que son rêve de devenir pilote de F1 se rapproche de plus en plus. Mais dans un coin de sa tête, il est conscient que ça va être un chemin bourré d'embûches. Il essaye alors de devenir comédien parce qu'après avoir longuement réfléchi, ça paraît quand même un peu plus atteignable que de devenir un champion en course auto. Mais bon, cette lubie ne va pas durer longtemps puisque passer sa vie derrière un micro, ça, il en a rien à faire. Lui, il veut passer le restant de ses jours derrière un volant. Et puisque le talentueux japonais qu'il est se fait repérer par Yamaha, Toyota lui propose de rejoindre leur école de pilotage. Et oui, tu t'en doutes, c'est là que tout va commencer. Notre petit gars de 14 ans va passer l'audition de Formule Toyota Racing. Et ça va très bien se passer puisqu'il va impressionner Toyota lors des séances d'essai. Résultat, l'équipe lui propose un contrat de 10 ans. En parallèle, Honda lui propose aussi de rejoindre leur école, sauf que Toyota veut l'exclusivité avec Kamui. Il doit alors choisir, et il a bien évidemment opté pour Toyota qui est une bien meilleure option. Sauf qu'un problème se pose à ce moment-là. Au Japon, si t'as moins de 18 ans, dans les années 90, tu ne peux pas piloter de voiture de course. Il est donc obligé de continuer à faire du karting pendant quelques temps. Il fait quelques courses par-ci et par-là en 2001, et en 2002, il participe à uniquement 3 courses du championnat européen de karting, mais même en ayant arrêté avant de continuer le championnat, il réussit à sécuriser une pole position. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça prouve que son niveau est au-dessus des autres pilotes. Pourquoi est-ce qu'il arrête? Il juge tout simplement qu'il est assez bon en karting, et peut donc passer à l'étape supérieure. Et ça tombe extrêmement bien, puisqu'il a une opportunité complètement inédite. La fédération japonaise de course propose un deal avec le gouvernement qui autorise alors les jeunes âgés de 16 ans à participer à des courses officielles. Et Kamui, c'est le deuxième à bénéficier de cette autorisation. Comme absolument chaque pilote passant du karting à la formule, il se doit de réapprendre sa manière de conduire. Sauf que notre petit pilote apprend vite, mais vraiment très vite, à tel point qu'en 2002, il participe aux dernières courses de la Formule Toyota et il y participe en entier en 2003. 4 pole positions, 5 podiums et 2 victoires. Kamui est presque sûr de gagner. Sauf qu'à la dernière course, son moteur casse. Derrière Kazuki Nakajima, il termine deuxième du championnat. Et vous allez voir que ça ne va pas être la dernière fois qu'il va se faire saboter de cette manière. Mais ça ne va pas le freiner pour atteindre son rêve. À la fin de la saison, l'équipe Toyota envoie quelques pilotes à l'école européenne de pilotage à Vicenza, en Italie. Et devinez qui va faire partie de ces pilotes? Kobayashi évidemment. Sauf que notre japonais, il ne parle pas un seul mot d'anglais et va donc devoir apprendre la langue à côté de son parcours de pilote. Ça le rend super
super frustré d'être bloqué par le langage dans sa progression, et il passe des heures à étudier l'anglais après ses longues journées de pilotage. Arrivé en 2004, Camui participe au championnat de Formule Renault italien. Il termine uniquement 7ème avec 3 pôles, 3 podiums et 2 victoires. Il n'est pas content de sa performance, alors il termine premier et l'année suivante. Il compile 9 pole positions, 11 podiums et 6 victoires. Bref, il survole le championnat. Il continue de rouler sur tout le monde en 2005 en gagnant le championnat de Formule Renault européen, encore une fois avec 6 courses gagnées. À ce moment-là, il est le deuxième pilote à gagner ces 2 championnats la même année. Camui est lancé. On arrive en 2006 et Kobayashi commence la Formule 3 avec la team ASM. Bon, il emprunte la voie assez classique pour arriver en Formule 1. Et il est plutôt bien entouré parce que ses coéquipiers seront Sebastian Vettel et Paul Di Resta. Il domine le championnat, remportant 3 podiums et Camille remportant la Cup des Rookies. Il effectue également le tour le plus rapide lors de la deuxième course sur le circuit du Nürburgring. Camille n'était pas le meilleur, mais il prenait du niveau petit à petit. Début 2007, Kobayashi est nommé pilote test pour l'équipe Formule 1 de Toyota Panasonic. Il met ce titre en valeur puisque ses prochaines courses en F3 sont exceptionnelles. Sur le podium à un tiers des courses, une pole position et effectue sa première victoire à Manicourt. Et tout ça, ça le fait terminer 4ème au classement général. Pas mal, mais pas non plus au point d'autant se démarquer qu'un Grosjean, un Leclerc ou un Verstappen. Ok, on arrive en 2008 et Camui va rejoindre une toute nouvelle team, mais cette fois-ci en GP2. Et sa première saison en Asie va être correcte. Il gagne 2 sprints et fait des courses assez moyennes sur le reste du championnat. Résultat, il termine 6ème. Loin derrière un pilote que vous connaissez sûrement, Romain Grosjean. Et vous allez voir que ça ne sera pas la première fois que Kobayashi va affronter des légendes du sport automobile. Il va aussi se décider à participer au championnat du GP2. Mais là, c'est vraiment moyen pour Kobayashi. Il gagne, mais une seule course, dans le GP espagnol en enregistrant le meilleur tour. Ensuite, rien pour Camui, qui oscille entre beaucoup d'abandons et de places moyennes. L'année suivante, notre petit gars va en parallèle endosser le rôle officiel de 3ème pilote pour l'équipe de Toyota en F1. Et ouais, rien que ça. De retour en Asie, il roule sur le championnat en terminant avec 20 points d'avance sur le classement total. Et en gagnant 2 courses, atteignant 4 podiums et 2 pole positions. Magnifique, vous allez me dire. Il n'a plus qu'à refaire la même au championnat européen de GP2. Et perdu. Il termine encore une fois 16ème, avec un seul pauvre podium à son actif. Donc là, ça s'annonce vraiment très moyennement pour la suite. Sauf que pas vraiment, puisqu'il va littéralement se faire sauver par la blessure d'un pilote. Il se trouve que l'écurie de Formule 1 de Toyota veut vraiment mettre un japonais sur le devant de la scène. Timo Glock, pilote chez Toyota Panasonic, doit participer au GP de Suzuka. Le problème, c'est qu'en plein milieu du GP, il a une énorme fièvre et ne peut donc pas participer à la suite. Devinez qui va être appelé en renfort pour sauver le GP, Kobayashi. Le truc, c'est que notre poulain n'a pas conduit depuis 6 mois et n'a pas non plus d'expérience à Suzuka, qui est en plus au moment de la course très mouillé. Kobayashi va donc remplacer Timo Glock pour l'entraînement. Camui est juste là pour le remplacer le temps d'une journée, mais le samedi, en qualification, Timo se crache et se blesse la jambe. Toyota fait alors appel à la FIA pour que Camui puisse le remplacer pour la course. Mais la réponse est claire, c'est non. 2 semaines plus tard, le championnat se poursuit. Mais les médecins de Timo Glock découvrent qu'il s'est en fait cassé une vertèbre. Et Camui va donc encore une fois devoir participer au GP de Sao Paulo à sa place. Mais ce circuit est pour lui totalement inconnu. Il va donc décider de regarder des vidéos YouTube du circuit pour pouvoir mémoriser le tracé et les trajectoires. Et ouais, ce mec se fait prendre de court encore une fois, mais il se débrouille pour pouvoir donner tout ce qu'il a. On appelle ça du Kobayashi. Parce que ce n'est pas le seul challenge pendant le GP. Il n'a reçu aucune préparation physique avant la course et va donc devoir endurer durant tout le GP les dizaines de jets accumulés tout au long de sa performance. Il commence les qualifs mais ne va pas réussir à atteindre la 3ème partie des qualifications, le plaçant uniquement 11ème sur la ligne de départ. Au bout de 3 tours lors de la course, sa nuque est déjà à ses limites, mais maintenant que vous connaissez le caractère du pilote, il va absolument tout donner, quoi qu'il en coûte. À tel point que durant la course, il va se battre contre Jenson Button, qui lui est sur le point de gagner le GP. Il défend un bon moment sur Jenson, mais il va devoir le laisser passer quelques tours plus tard. Button est assez embêté que Camui défende autant, car il se battait pour sa victoire. Mais Kobayashi, lui, se battait pour sa carrière.
Après une course assez chaotique où son coéquipier Jarno Trulli va entrer en collision avec Adrian Sutil, Kobayashi va réussir à remonter jusqu'à la 9ème place. Et si vous voulez mon avis, c'est plutôt pas mal pour un petit gars qui vient à l'improviste se battre contre les meilleurs pilotes de l'époque. Il se fait même traiter de fou par Button et est vu comme un excellent pilote. Encore 2 semaines plus tard, Timo est toujours en très mauvaise posture et Kamui va encore une fois devoir le remplacer pour un nouveau GP. Cette fois-ci, pour le GP d'Abu Dhabi. Ok, on parle ici d'une course où on compare encore une fois les plus grands pilotes du monde. Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Jenson Button, Nico Rosberg, Robert Kubica et Romain Grosjean. Kamui va alors devoir se frotter à ces monstres lors de sa 2e course en Formule 1. Sauf que notre petit gars va sortir une performance exceptionnelle pour un rookie. Il rate encore une fois la Q3, le plaçant 12e sur la ligne de départ. Cependant, il va complètement retourner la situation. Sa stratégie était simple, ne s'arrêter qu'une seule fois de toute la course. Et ça va franchement bien marcher parce que notre pilote va se voir se battre pour le podium jusqu'à son unique passage au stand. Après celui-ci et quelques beaux dépassements, notre pilote va trouver sa position finale après son passage au pit. 6ème, c'est la place qu'il va défendre toute la course et va donc marquer 3 points pour son équipe. Et tout ça lors de sa 2e course de F1 à laquelle il n'a jamais participé. Incroyable, vous allez me dire. Kobayashi est lancé grâce à Toyota. Mais je vais vous décevoir. Mais des rumeurs, quelques mois plus tard, disent que Toyota va se retirer de la Formule 1. Ce que ça veut dire pour Kobayashi, il se retrouve sans écurie pour poursuivre sa carrière qui s'annonçait fulgurante. C'est en 2010 que Toyota annonce sa réelle volonté de quitter la Formule 1. Pour eux, ça allait engendrer trop de coûts. Même s'ils avaient été impressionnés par la performance de Kobayashi, ils vont l'abandonner. Mais dans la semaine, Kamui va recevoir un appel d'une personne que vous connaissez maintenant peut-être, Peter Sauber. Et oui, il voulait lui aussi reconstruire une team à sa manière après que BMW ait également dû se retirer de la F1. Après cet appel, Kobayashi est officiellement pilote pour l'équipe de Sauber Racing. Sa première saison en F1 chez Sauber s'annonce compliquée. 5 abandons sur les 6 premières courses. Même s'il eut une meilleure moyenne de points au GP que ses coéquipiers, ça reste quand même très moyen. Ces abandons sont notamment causés par des problèmes moteurs, sinon des crashs impliquant Kobayashi. Il arrive quand même à faire une assez bonne course au GP de Grande-Bretagne en terminant 6ème, en étant parti 12ème. Et alors en dépassant Fernando Alonso ainsi que la légende Michael Schumacher. Comme quoi, il porte bien son surnom. Tout ça, ce n'est absolument pas suffisant pour terminer plus haut. Kamui est vraiment mal. Il se place 12ème au classement global. En 2011, notre poulain va effectuer sa meilleure saison en parlant de course avec beaucoup moins d'abandon. Sauf que dès sa première course, ils sont disqualifiés pour avoir couru avec un aileron illégal. GP de Malaisie, 7ème. GP canadien, 8ème. Kobayashi est vraiment moyen au niveau de ses positions en course. Mais une chose le démarque du reste, ses dépassements. Kobayashi is absolutely crazy. Kamui Kobayashi. 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 Kamui Kobayashi. Replay there now. Kobayashi in his favourite spot. He's got Swedes in between the middle of them. If they start He's close messing. enough here to have a go. Martin Rosberg looks up again. That is the fastest ever lap of Le Mans. Ouais, c'est super, mais notre fou de la F1 n'est toujours pas au-dessus de la 12ème place au classement final du GP 2011. Sauber lui propose alors de poursuivre une année avec lui pour participer au GP 2012. Et là, ce qui va suivre va se trouver être la meilleure année que Kobayashi n'ait jamais connue. La saison commence avec le GP australien et notre pilote se débrouille pas trop mal. Il fait le meilleur temps en Q1 et se place à la 13ème position de la grille de départ. Et vous connaissez maintenant le personnage, il va remonter jusqu'à la 6ème place, doublant alors 7 pilotes. On arrive un peu plus tard pour le GP d'Espagne. Kobayashi se porte plutôt bien et termine les qualifications en 9ème place. Même chanson, Kamui va dépasser 4 pilotes pour enfin terminer 5ème du GP. Vous en voulez plus? Quelques semaines plus tard, Kobayashi va s'attaquer au GP allemand. Il ne va pas briller pendant les qualifications en assurant uniquement une 13ème place, bien loin pour espérer terminer sur le podium. Cependant, Kamui n'est pas exactement de cet avis. Encore une fois, il va adopter une stratégie qu'il maîtrise bien, de passer par les stands qu'une seule fois. Et cette stratégie s'avère de vraiment bien fonctionner pour Kamui, car au fil de la course, notre poulain nippon va se voir dépasser 1, 2, 3, puis 5, 6 et 7 autres pilotes pour enfin arriver à une place le séparant du podium. Et ouais, Kobayashi a remonté 9 places durant cette course. Mais on n'est pas encore à son apogée pendant cette saison du GP, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Japon, circuit Suzuka, pays de naissance de Kobayashi. Le ciel est dégagé, le temps est idéal. Idéal pour que Kobayashi mène un excellent GP. Les qualifications furent au-delà de tout ce qu'il avait pu faire durant le GP. Il ne termine non pas 6ème, ni 5ème, mais bien 4ème se plaçant à une position du podium. Et coup de chance, grâce aux pénalités
Jason Button, il se place à la 3e place sur la grille de départ. Là, il sait que c'est le moment pour faire son tout premier podium. Et par la même occasion, être le premier japonais à faire un podium 22 ans après Aguri Suzuki. Le premier tour est chaotique, de nombreux crashs impliquant des pilotes en haut du classement. Mais Kobayashi n'en fera pas partie. Et vous savez ce qu'il va aussi se passer au premier tour? Kobayashi dépasse Weber, 2e position. Il est 2e, à une place de la victoire derrière Vettel. Tour 16, c'est à son tour de passer au pit et ça va lui coûter la 2e place qu'il va laisser à Felipe Massa. Mais c'est pas grave, parce que Kobayashi n'a plus qu'à maintenir cette position pour rentrer dans l'histoire. Et c'est exactement ce qu'il va faire. 2 laps to go, less than 2 laps to go now then for Kamui Kobayashi, fighting for a drive in Formula 1 as well as for his best ever finish. It's Kobayashi who takes his first ever podium and the crowd is here for chanting for the hero. Revenons maintenant à la réalité à l'instant, parce que la suite du GP ne va pas être si glorieuse que ça. Il ne va terminer au maximum que 6ème à Abu Dhabi au cours des 6 prochaines courses, lui offrant alors la même exacte place au classement final que l'année dernière, 12ème au classement général du GP. Et pour couronner le tout, le manque de financement de Sauber va alors obliger à quitter la Formule 1. Mais ça ne l'arrêtera quand même pas de prouver son niveau exceptionnel aux autres équipes. Et en parlant d'autres équipes, c'est en 2013 que Ferrari lui propose un petit quelque chose. Participer au WEC chez AF Corse GT en 458 GTE, puisque Sauber prenait des moteurs Ferrari en Formule 1. Ça va être sa première expérience en endurancement, et il va franchement beaucoup mieux s'en sortir qu'en Formule 1. Il commence à Silverstone au Royaume-Uni, en terminant 2ème de la course. Il poursuit au Spa pour la 2ème course du WEC, et termine 3ème. 2 podiums pour ses 2 premières courses au WEC, pas mal. Le Mans, 4ème. Au State, 3ème une nouvelle fois. Il termine enfin le championnat avec un nouveau podium à Bahreïn. La moitié des courses qu'il dispute pendant cette année au WEC sont des podiums. Et ça veut dire un petit quelque chose pour son futur. Mais à côté, il essaie quand même de se relancer en F1. Bon, notamment avec un crash en F1 pendant une promotion avec Ferrari, où il envoie la F1 droite dans le mur. Mais aussi à travers une cagnotte qu'il créa pour pouvoir reprendre la F1. Et le pire, c'est que ça va marcher. En revanche, pas avec la bonne équipe, puisque c'est Caterham qui le prend pour la saison 2014. Kobayashi était amoureux de ce sport, à tel point qu'il était prêt à sacrifier un salaire pour que son équipe le garde. Et elle le garda, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Il savait déjà que la Caterham n'était pas la plus rapide, mais il paria sur son niveau. Bien qu'il était pilote pour la marque britannique, il comptait bien se faire repérer par d'autres équipes lors de sa prochaine saison en F1. Mais un événement vient bouleverser la Caterham F1 Team. Bon, on ne peut pas vraiment parler de bouleversement inattendu, puisque l'équipe était déjà très souvent en bas du classement lors des GP de F1. Le modèle économique des Grands Prix se voyait beaucoup plus récompenser les teams en haut du panier, à défaut des équipes moins bien classées. Caterham était alors soumis à de grandes difficultés financières. Et je vais vous dire pour quelle solution ils ont opté. Vendre l'équipe à des investisseurs suisses. Tout doit être remplacé dans l'organisation de la team, même au niveau des pilotes. Et ça, Kobayashi va en subir les frais. Il se fait remplacer par André Lotterer au Spa, parce que contrairement à Koba, André, lui, avait un sponsor qui avait apporté beaucoup plus d'argent. Encore une fois, la carrière de Kamui est compromise. Bon, pas grave, notre pilote japonais pourra espérer faire d'autres GP. Et justement, on arrive en Italie pour le GP et ils avaient un plan assez farfelu. Pour gratter des points, je vous épargne les détails techniques, ils voulaient faire piloter Robert Merry aux séances d'entraînement puis que Lotterer fasse la suite. Sauf que Lotterer ne veut pas participer au GP s'il n'effectue pas les tours d'entraînement. Compréhensible, c'était sa première année en F1 malgré son âge assez élevé pour un pilote de Formule 1. Et devinez qui va encore jouer le rôle de la marionnette, Kamui. Il va alors faire le GP italien et malheureusement terminer 17ème. On lui dit qu'il va faire les dernières courses du GP, mais la team vient greffer Rubens Barrichello qui va courir à la place de Kobayashi. Sauf qu'incapable de payer ses dettes, Caterham est placé en administration juridique. Impossible pour eux de participer au GP des États-Unis et aussi au GP brésilien. En fait, Kobayashi a participé à tous les grands prix, sauf 3, mais avec une moyenne de position extrêmement basse. 16ème en moyenne, en remontant au maximum 13ème au GP de Monaco et à celui de Malaisie. Vous l'avez compris, cette année va bien signer la fin de sa participation en Formule 1. On se retrouve en 2015 et Kobayashi veut participer au championnat de Super Formula au Japon. C'est considéré comme l'une des disciplines monoplaces les plus compliquées. Elle mixe Formule 1 et l'IndyCar avec des voitures propulsées par des 4 cylindres turbo surboostés. Et notre pilote japonais va courir à l'aide de la team Kinyu Sunoco Team Le Mans. Franchement, il se débrouille plutôt pas mal et termine 5ème du championnat, accumulant 3 podiums. Mais ce qui va nous importer ici, c'est plutôt le fait qu'il va être pilote de secours pour l'équipe de Toyota en WEC. Vous vous doutez alors
où je veux en venir. C'est en 2016 que Toyota le re-signe enfin, après s'être excusé auprès de lui pour l'avoir laissé sans rien après qu'il se soit retiré de la Formule 1. La exacte même année où Toyota dévoile la TS50. C'est là que tout va enfin décoller pour lui. Cockpit de la Toyota T50 hybride numéro 6, à 27 tours du début de la première course en WEC à Silverstone. Après que ses coéquipiers Matt Conway et Stéphane Sarrazin, Kobayashi prend le relais. C'est sa première course en tant que pilote officiel en LMP1 chez Toyota et il est chaud. Il fait franchement une très bonne course pour un rookie en LMP1. Il permet à son équipe de terminer deuxième de la course. Et pour Kamui, ce n'est que le début. Il va poursuivre le championnat et va terminer les 2/3 de ses courses sur le podium. Et encore mieux pour lui, il va terminer premier à la maison. Son tout premier championnat en WEC se déroule extrêmement bien. Et autant de podiums veut forcément dire un haut classement final. Kobayashi est enfin au volant d'une machine qui lui fait honneur. On va sauter quelques courses lors du championnat du WEC en 2017, comprenant notamment une deuxième place au Spa en Belgique. On arrive au Mans et c'est le moment pour Kobayashi d'effectuer ses tours de qualification. Après le crash d'Eric Maris, ayant stoppé les qualifications, Kobayashi reçoit rapidement les stands. Et là, c'est le record absolu. The fastest ever lap of Le Mans that you've just seen in front of your eyes. First flag lap. Wow. Mais malheureusement, la boîte de vitesse de la Toyota numéro 7 décide de lui jouer des tours durant la course. Forcé d'abandonner, c'est ce jour-là que Kobayashi entra dans l'histoire de l'endurance automobile. Bon, à part ça, cette année est correcte pour Toyota, en terminant soit sur le podium, soit une place juste derrière. Cela leur offre alors une petite 5e place au classement général et à côté une 2e place au classement constructeur pour Toyota. On arrive maintenant au WEC pour la saison 2018-2019 et ça s'améliore encore pour l'équipe de Kamui. 6 podiums comprenant uniquement les premières et 2e places. Une course abandonnée pour disqualification et une petite 6e place au Spa. Kamui renouvelle sa première place à Fuji, rendant encore une fois son pays fier de lui. C'est la naissance du plus gros talent en LMP1 du WEC. 2019, c'est la première course du championnat à Silverstone et c'est une victoire pour la Toyota numéro 7, conduite par Kobayashi. Quelques semaines plus tard, on se retrouve à Fuji pour la médaille d'argent de Toyota. On arrive 2 courses plus tard à Bahreïn et Kobayashi et son équipe remportent la course, sans vraiment de grandes difficultés. On saute une course pour arriver en Belgique au Spa. C'est une nouvelle victoire pour l'équipe. C'est bon, Kobayashi et ses coéquipiers sont lancés. Il est quasiment certain qu'ils vont gagner l'édition 2019-2020 du WEC. Retour à Bahreïn pour la dernière course. Et Toyota commence en première place sur la grille de départ. Et cette position, ils vont la garder toute la course. Kobayashi gagne alors son premier championnat en WEC. Après des années à être remballé, tourné en bourrique et victimisé par ses équipes, il est enfin sacré roi dans le championnat le plus prestigieux du monde. 2021, c'est l'année la plus victorieuse pour Kobayashi. 3e du podium au Spa, 2e à Portimao et enfin premier à Monza. Et vous savez ce qui arrive après Monza au championnat du WEC en 2021? C'est Le Mans. Et c'est vraiment son terrain puisque Kobayashi va encore une fois effectuer le tour le plus rapide en qualification de toute la course avec un temps de 3 minutes 23 secondes et 900 millièmes. Et ça va leur permettre d'accomplir une magnifique première place au Mans. Mais pas que. Les 2 dernières courses se déroulent à Bahreïn et Toyota ne verra pas sa LMP1 rouler en dessous de la 2e place. Premier le 30 octobre et 2e le 6 novembre. Toyota va vraiment commencer à reconnaître Kobayashi comme leur meilleur élément. Et c'est ici que le patron de Toyota en personne, Akio Toyoda, viendra s'excuser publiquement face à Kobayashi pour l'avoir laissé sans rien en 2010. Et en guise de pardon, c'est Toyota qui lui propose de devenir team manager de Gazoo Racing. La suite s'avère aussi positive que victorieuse pour notre roi de l'endurance. En 2022, il va permettre à son équipe d'assurer une 3e place au classement général des pilotes. Premier au Spa, 2e au Mans, 3e à Monza, 2e à Fuji et enfin premier à Bahreïn. C'est encore une fois une superbe exécution stratégique effectuée par les pilotes Toyota, dirigés par Kobayashi. Et ça, c'est magnifique. En 2023, l'exécution s'améliore encore une fois, permettant à Toyota d'assurer une très belle 2e position au classement final, en terminant à la première place lors de 4 courses, égalant le record personnel pour Kobayashi qu'il avait atteint en 2019. La victoire aurait pu être à portée de main pour l'équipe si elle n'avait pas dû abandonner Le Mans après qu'une Ferrari GTE ait percuté Kobayashi lors d'une safety car. 2024, et le classement général pour Toyota reste toujours au niveau du podium. Kobayashi terminant le WEC à la 3e place, malgré seulement 3 podiums et une seule victoire à Imola. On arrive en 2025 et si vous
vous avez suivi le WEC et surtout la dernière course du WEC à Bahreïn, vous savez de quoi je vais vous parler. Les résultats de cette année ont vraiment été très moyens pour Kobayashi. Aucun podium durant tout le WEC. Sauf sur la dernière course où Kamui va réussir à valoriser la pole effectuée à Bahreïn, terminant premier de la course. En revanche, le résultat global est extrêmement décevant. Seulement 6ème au classement général des pilotes, largement en dessous des standards de Kobayashi. Les résultats moyens ne viennent pas forcément d'un manque de talent de Kobayashi, mais de contraintes externes importantes. Stratégie, BOP, aléas de course qui pèsent beaucoup sur les grands prix. Sa double casquette pilote et team principal peut jouer un rôle dans certaines décisions ou sur sa performance pure en conduite. Le fait qu'ils aient enfin gagné à Bahreïn montre qu'ils ont les moyens, le potentiel et les pilotes pour dominer le WEC. Mais la saison a manqué de constance de la part de l'équipe. À côté, depuis 2015, il participe à la Super Formula au Japon, en tant que pilote pour le Le Mans Racing et à partir de 2017 avec des moteurs Toyota. Le principe est simple, c'est l'équivalent de la monoplace au Japon. Il avait gagné l'ancienne version, appelée Formula Nippon en 2011, parce que oui, il n'était pas uniquement engagé en F1 à l'époque. Bon, depuis 2015, il accumule quelques podiums par-ci et par-là, sans non plus exceller. Parallèlement, en 2023, il a aussi essayé de courir en NASCAR, et c'était franchement aussi moyen. Il était surtout là pour essayer de nouvelles disciplines, parce que vous avez dû le comprendre, mais Kobayashi est amoureux de ce sport, du plus profond de son âme. Kobayashi fut l'un des pilotes les plus malchanceux en Formule 1, mais il a réussi à se forger la réputation d'un pilote qui maîtrise ses monstres surpuissants. Il n'a pas excellé en F1, mais a enfin pu devenir l'un des meilleurs pilotes d'endurance au monde, avec l'écurie la plus légendaire dans ce domaine. Et son nom restera gravé à tout jamais sur le sol du Mans, après ses performances spectaculaires. On va le revoir dans les prochaines saisons du WEC, et il n'est pas prêt de disparaître de l'endurance automobile. Bon, vous l'avez compris, c'est la fin de la vidéo, et je vous remercie grandement de l'avoir regardé jusqu'ici. Si vous pouviez laisser un petit like et vous abonner, ce serait vraiment super gentil. Et aussi je fais des edits sur TikTok, comme vous avez vu au début là avec l'edit sur Kobayashi. Donc voilà, et aussi sur TikTok, je fais les mêmes contenus en format court, mais du coup sur TikTok. Et si vous avez des sujets pour les prochaines vidéos, je vous invite à les mettre en commentaire, ça pourrait peut-être devenir le prochain sujet. Merci encore une fois, et on se retrouve pour la prochaine vidéo.